Bonjour à tous et bienvenue à bord. Attachez vos ceintures. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis, à New York pour être plus précis. Décollage de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, un des 3 aéroports de New York et le plus gros. Pour voyager aujourd'hui, j'ai choisi un Cessna 172. C'est un monomoteur à 4 places, très connu des aéroclubs puisqu'il a été construit à plus de 44 000 exemplaires. C'est un record mondial pour un avion. En plus, avec ses ailes hautes, il vous offrira une vue imprenable sur la ville de New York. Son seul inconvénient, c'est de ne pas être très puissant ni résistant, donc il faudra être patient dans les montées et puis pas trop violent sur le manche, sinon, bah voilà ce qui se passe. Quand on parle de New York, en fait, on parle de la ville de New York City, qui est au sud de l'État du même nom, de l'État de New York. Cet État de New York, c'est un État assez grand qui monte jusqu'au Canada vers le nord. À l'endroit de la ville de New York, qui est au sud de cet État, l'État devient très fin et il est encadré à l'est par le Connecticut et à l'ouest par le New Jersey, si bien qu'en fait l'aire urbaine de la ville de New York déborde sur ces 3 États. Et même plus précisément, quand quelqu'un parle de New York, en général il parle du quartier le plus connu de la ville, qui est la presqu'île de Manhattan, que l'on voit très bien sur ces images un peu au-dessus de l'avion, puisque c'est le quartier principal, là où on trouve tous les lieux connus, les gratte-ciel gigantesques, les grands musées, Central Park, et bien sûr tous les touristes. Au loin, sur ces images, on voit bien cette presqu'île et ses 2 bras de rivière. À droite, l'East River, qui fait la frontière avec les quartiers de Queens et de Brooklyn, et encore au-delà avec le Connecticut. Et à gauche, devant l'avion, on voit la baie de New York qui s'ouvre sur l'Atlantique. Au loin, derrière Manhattan, on voit l'Hudson, la rivière qui sépare l'État de New York et l'État de New Jersey, qui est en haut de ces images. C'est dans cette rivière que s'est posé en janvier 2009 un A320 d'US Airways qui a eu ses 2 réacteurs éteints à cause d'un vol d'oies sauvages. Une aventure assez incroyable et très bien racontée dans le film Sully, réalisé par Clint Eastwood et sorti en 2016 avec Tom Hanks comme héros principal et dont on voit ici quelques images. Et il faut savoir qu'un amérissage en avion de ligne est assez compliqué et très peu ont réussi sans faire aucune victime. Mais revenons à notre vol de découverte, nous allons aborder New York par le sud, par l'embouchure de la baie sur l'océan Atlantique. Cette embouchure est fermée par un pont, et là, petite déception, ce magnifique pont à haubans de 4 km de long ne ressemble pas à grand chose, sauf à une espèce de mur noir sur le simulateur. Dommage. Ce pont s'appelle le pont Verrazzano Narrows, car l'embouchure s'appelle les Narrows, ce qui veut dire étroit en anglais, et le premier Européen à avoir franchi cette embouchure en 1524 était l'explorateur Verrazzano, un Italien explorant au nom du roi de France François Ier. Cocorico. Pour un peu mieux voir ce pont, un petit coup d'œil au film Avenger de 2012, un film de super-héros avec des super forts. Et ici on voit par exemple Iron Man qui essaye d'arrêter un missile nucléaire fonçant vers New York, facile pour lui. Mais laissons l'Atlantique derrière nous, voici la baie de New York. Et avant d'arriver à Manhattan, là-bas au fond, on voit un petit îlot sur la gauche en bas et il va bientôt attirer votre attention. C'est la statue la plus connue au monde, je parle bien sûr de la statue de la Liberté. On va descendre un peu pour la voir de plus près. Cette statue a été offerte par la France et érigée sur cet îlot en 1886 et c'était un symbole de l'amitié franco-américaine et symbole de liberté pour les jeunes États-Unis. La date correspondait aussi au centenaire de la création de ces mêmes États-Unis depuis leur indépendance d'avec l'Angleterre. Cette statue a fait près de 100 mètres de haut et elle a été entièrement construite en France par le sculpteur Bartholdi. Viollet-le-Duc aussi a participé à sa conception technique, en particulier pour la partie enveloppe de cette statue. Et Gustave Eiffel a imaginé le squelette intérieur qui tient tout l'ensemble de la statue. La légende raconte que Bartholdi a représenté le visage de sa mère, mais en fait je sais pas si c'est vraiment un compliment, parce que quand on voit l'air dur et martial de ce visage, ça fait un peu peur. Cette statue se visite par l'intérieur, avec un musée dans le piédestal, tout le bâtiment qui est sous la statue, et on peut accéder aux baies vitrées qui sont cachées dans la couronne de la tête. Au tout début, en 1886 et après, on pouvait même aller sur la torche, sur un petit balcon, mais l'accès était vraiment dangereux et le nombre de touristes est devenu plus important, si bien que cet accès à la torche a été fermé en 1916. Cette statue, elle est bien sûr le symbole des États-Unis et du coup elle est présente dans de nombreux films du romantique et populaire Titanic, où cette statue représente la nouvelle vie qui commence pour l'héroïne, ou bien en version plus fin du monde dans le film catastrophe Le jour d'après, qui raconte la fin de l'hémisphère nord enseveli en quelques jours sous des dizaines de mètres de glace à la suite d'un tsunami suivi d'une tempête polaire. Et oui, les Américains ils font rien à moitié dans leurs films catastrophes.
Heureusement, je vous rassure, la fin du monde n'est pas encore arrivée, ou du moins jusqu'à aujourd'hui, si bien qu'on peut continuer tranquille notre petit périple. Voici donc le sud de Manhattan et sa skyline particulière. Oula, oups, un mot anglais échappé. Mais en fait, je connais pas vraiment la traduction puisque le mot skyline, littéralement ligne du ciel, désigne cette silhouette des gratte-ciel vus de loin. À gauche, cette tour élancée et plus haute que les autres, c'est la Freedom Tower, finie en 2013. Avec ses 540 mètres de haut, elle est la seule à dépasser l'Empire State Building. À droite, ce sont les immeubles du Financial District, le quartier de la finance et de Wall Street. Devant nous, juste en bordure de mer, il y a le petit Battery Park, un jardin public construit à l'endroit où ont débarqué les premiers colons et où il y a eu le premier fort construit par les Hollandais, c'était en 1635. Cette pointe sud est restée un endroit stratégique pour défendre New York puisque les ennemis avaient de grandes chances d'arriver par la mer et il y a donc eu une batterie d'artillerie pendant très longtemps, d'où ce nom de Battery Park. Rapprochons-nous un peu de la Freedom Tower. Son nom officiel est One World Trade Center, même si tout le monde l'appelle Freedom Tower. Et elle a été construite sur l'emplacement des deux tours du World Trade Center, détruites par les attentats terroristes de 2001. L'empreinte de ces deux anciennes tours a été conservée au sol, dans un parc qui est au pied de cette Freedom Tower. En virant à droite, on revient vers l'est et le premier pont que l'on voit sur l'East River est le pont de Brooklyn. C'est le pont le plus connu de New York, le plus ancien aussi puisqu'il a été inauguré en 1883. Le jour de son ouverture, plus de 150 000 New-Yorkais l'ont traversé ce jour-là pour admirer cette construction qui avait pris 14 ans et accessoirement tué son architecte au tout début du chantier, tué le fils de son architecte vers la fin du chantier, si bien que c'est la femme du fils, si vous avez suivi, qui a dirigé l'achèvement de ce chantier colossal. Aujourd'hui, on peut toujours le traverser à pied, sur une vaste passerelle en bois au-dessus du trafic automobile, et cette traversée du pont de Brooklyn permet d'avoir des vues saisissantes de tout le sud de Manhattan. Reprenons la direction du nord. Après cette première série de gratte-ciel, New York devient plus basse et plus plate. En fait, ce sont tout de même des immeubles de 4 ou 5 étages, même si ça fait très bas. À droite, on trouve Chinatown, puis à gauche, un peu au-dessus, tous les quartiers huppés à la mode, Soho, Greenwich Village, Chelsea. Pas de souci pour y habiter si vous avez un compte en banque bien garni, sinon c'est tant pis pour vous. Au-dessous de l'avion, en ce moment, on voit défiler Washington Park et son petit arc de triomphe à l'entrée nord. Comme on peut le voir, le plan des rues a été dessiné à l'équerre. Les avenues nord-sud, que l'on voit dans l'enfilade de l'avion jusqu'à l'horizon, sont appelées avenues, avec un numéro 1 commençant à droite. En face de nous, la plus connue, la 5e avenue. Les rues transversales que l'on croise sont appelées streets, dont la numérotation commence à peu près ici à Washington Park, puis va croissant vers le nord. Donc si quelqu'un vous dit « j'habite à l'intersection de la 8e avenue et 72e street », vous savez immédiatement où c'est, sans plan ni GPS. En regardant bien, il y a une avenue qui ne suit pas la règle. Elle défile en ce moment sous l'aile droite de l'avion, en limite du parc. C'est la très connue Broadway Avenue, qui traverse toute cette partie New York en diagonale. Cela a permis quelques originalités architecturales, telles le Flatiron, qui est juste devant l'avion sous l'aile gauche. Regardez, il défile. Ce building iconique apparaît par exemple plusieurs fois dans les Spider-Man, puisque dans ces films, il abrite les locaux du journal dans lequel travaille le héros. Au-delà de cette partie de Manhattan avec des immeubles bas, en continuant vers le nord, on voit la deuxième zone de gratte-ciel, et celui qui dépasse, c'est la majesté des gratte-ciel, l'Empire State Building lui-même. Alors là, on compte plus le nombre de films dans lequel il apparaît. Le premier film qui vient à l'esprit, c'est bien sûr King Kong, puisque dans les différentes versions de ce film, c'est toujours la même histoire. King Kong emmène sa belle en haut de l'Empire State Building, croyant la mettre à l'abri de la folie des hommes tout là-haut, mais c'est sans compter les aviateurs, ces vilains qui viennent l'achever tout là-haut. Et oui, les avions n'ont toujours pas le beau rôle dans les films. Après, dans un autre registre, il y a aussi l'Empire State Building, après un apocalypse nucléaire déclenché par des extraterrestres, toujours eux dans les films. C'est bien sûr Oblivion avec Tom Cruise. Et New York n'est plus qu'une ruine ensevelie. Seul dépasse le haut de l'Empire State Building et Tom Cruise redécouvre son humanité oubliée en visitant la boutique de souvenirs poussiéreuse et ruinée en haut de cette tour. Et oui, les films américains sont parfois très basiques.
Plus sérieusement, l'Empire State Building a été commencé en 1929, juste avant la grande crise, et cet immeuble avait un objectif simple, être le plus haut du monde. Et ça a plutôt pas mal réussi puisqu'il est resté l'immeuble le plus haut du monde jusqu'en 1973. Tout en haut, la grande structure qui ressemble un peu à une antenne était une gare à dirigeables. Non, non, c'est pas une blague. Dans les années 30, on pensait que le dirigeable deviendrait un moyen de transport de masse rapide et sûr, y compris transatlantique. Mais il a suffi d'une explosion d'hydrogène avec l'accident du Hindenburg en 1937 pour réduire à néant cette perspective. Cet accident du Hindenburg a d'ailleurs eu lieu à l'arrivée du dirigeable après une de ses nombreuses traversées transatlantiques, et cette arrivée n'était pas loin de New York, à juste une centaine de kilomètres au sud dans le New Jersey. Pas très loin de l'Empire State Building et un peu vers l'est, le Poulidor des gratte-ciel, j'ai nommé la tour Chrysler. En effet, cette tour a été faite pour être la plus haute du monde et a été terminée en 1930, c'est-à-dire juste avant que l'Empire State Building ne soit fini et ne la dépasse. C'est elle qui est juste à droite de l'avion qu'on est en train de dépasser, qui défile, ça y est, elle a disparu. Depuis, elle est restée l'éternelle seconde en termes de record de hauteur. Ceci dit, cette tour Chrysler est très jolie et très travaillée architecturalement, avec des décorations rappelant les voitures des années 20. Au-delà de cette deuxième zone de gratte-ciel, une grande étendue verte vers le nord, le fameux Central Park. C'est un poumon vert qui sert accessoirement de réserve d'eau potable à la ville. Sur la droite de Central Park, le grand bâtiment qui empiète un peu sur le parc, c'est le Met, Metropolitan Museum of Art. C'est un musée extraordinaire car là où certains musées exposent des pièces de monnaie, des silex ou des tessons de bouteilles, le Met expose des temples entiers, des pièces de châteaux, des galeries de Renaissance. Il y a en particulier un temple égyptien entièrement démonté, pierre à pierre et remonté dans le musée. Un grand salon 18e venant de France, là encore, a été entièrement démonté et remonté ici. Une habitation japonaise, moyenne-orientale, etc. permet de passer d'un univers à l'autre en quelques mètres. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à voir à New York, mais le temps manque et il est temps d'aller atterrir et je vous propose de viser l'aéroport le plus proche du centre-ville, celui de LaGuardia. On le voit d'ailleurs apparaître sur ces images à droite derrière l'East River avec les petites lumières clignotantes. C'est d'ailleurs de cet aéroport qu'a décollé le fameux vol US Airways 1549 qui a fini dans l'Hudson. On a commencé la vidéo avec lui, on va finir la vidéo avec lui. Comme à chaque fois, j'espère que ce voyage vous aura plu et que même si vous connaissez New York, vous aurez eu du plaisir à y retourner virtuellement. Il me reste aussi à vous laisser retrouver New York au cinéma puisque c'est une ville, comme vous l'avez vu, qui inspire beaucoup les cinéastes, surtout les cinéastes catastrophes. Et n'oubliez pas un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos. Bon retour sur Terre et à bientôt sur nos lignes.